possible. Et quand il a dit dans son propos introductif qu'il voudrait, lui et les siens, laisser une trace en transformant à partir de ce qui est possible, donc du potentiel, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour le féliciter. En quelques minutes, j'espère réussir à vous dire pourquoi je pense que Make Africa dépend de la manière dont nous serons capables de transformer notre urbanisation. On pourrait quasiment dire, pour rester dans l'ère du temps, Make Africa Great Again, pour paraphraser quelqu'un. Mais en réalité, c'est de parler du potentiel. Pour ma part, quand je parle de développement durable en général, je ne parle pas de besoin, je parle de potentialité. Et c'est pour cela que je n'utilise pas souvent la définition du rapport Brundtland qui a centré la définition sur le potentiel. Et on a parlé du besoin en réalité. On a parlé tellement de besoins qu'on a fini par ne voir que les besoins de base, au lieu de rester dans la pyramide de Maslow qui parle des besoins de base jusqu'aux aspirations. Et on a fini par réduire le pauvre à ses besoins, alors que les besoins sont circonstanciels. Et nos potentialités, on les amène partout. Donc, je voudrais, dans mon propos, réussir, j'espère. Vous pouvez m'envoyer le signal sur l'écran, s'il vous plaît. Je voudrais réussir, j'espère, à faire ces 4 points-là. Le rôle central des dynamiques d'urbanisation dans la construction de l'Afrique. Quelle est la fabrique des villes africaines d'aujourd'hui? Quelles sont les transitions nécessaires pour que ces villes-là deviennent les villes de l'Afrique que nous voulons? Vous savez que cela, en réalité, est l'agenda de l'Union africaine pour 2063, décliné sur 2030 et au-delà. Et enfin, quel pourrait être le rôle de l'IA et pour mobiliser les intelligences territoriales et pour mettre en œuvre les politiques publiques? Alors, peut-être commençons par nous entendre sur ce qu'est la ville. Pour ma part, j'aime bien cette définition, monsieur le vice-recteur de l'un de vos collègues aujourd'hui à la retraite, le professeur Bienvenu Akora, linguiste, qui a dit ceci. La ville est l'expression spatiale et matérielle de la structure sociale, des valeurs, des aspirations et des conflits d'une société. Et il ajoute, nous ne devons pas perdre cela de vue quand nous pensons développement urbain durable. J'ajouterais développement urbain et territorial durable. Pour moi, la ville devrait en réalité être reflétée ou reconnue quand elle est performante. Être reconnue par quoi? Elle doit être reconnue par ses fonctions. Sa raison d'être pour moi, c'est d'être un centre d'accès mutualisé aux fonctions et aux services publics, d'être aussi un centre d'innovation, de valeur ajoutée à son territoire, à ses économies et aussi à ses écosystèmes, d'être un centre efficace de compétitivité. Aucun territoire ne peut performer au-delà du niveau de fonctionnement de la ville qui est dans son territoire et être capable de connecter les citoyens, les territoires, leurs économies, leurs écosystèmes entre eux et au-delà, avec d'autres territoires, avec d'autres pays et j'en passe. Et il y a aussi un aspect du développement urbain africain qui est souvent passé sous silence, sous les radars. Il y a près de 700 villes dites agglomérations frontalières qui regroupent 6% de la population africaine, mais qui ont un rôle catalytique potentiellement en termes de construction de cette Afrique-là et du marché unique africain. Mais cependant, ce sont des villes qui sont délaissées. Si vous marquez, si vous repérez les zones de crise en Afrique, vous allez voir que ces zones de crise sont dans des villes ou agglomérations frontalières où l'État est souvent absent et les États voisins se mettant ensemble pour être absents, eh bien, s'ils développent toute forme de trafic. Maintenant, regardez cette carte-là. Regardez là, je vais la laisser dérouler pendant que je vous parle. Voilà une illustration du développement urbain africain projeté entre 1950 et 2050. Et vous pouvez voir combien cette
accélération est grande. Je dis souvent que l'urbanisation en Afrique, c'est un TGV qui va plus vite que tout. Plus vite que notre capacité à appréhender l'urbanisation, notre capacité à la planifier, notre capacité à y investir, notre capacité aussi à mobiliser son potentiel de transformation pour les territoires. Alors, en quelques chiffres, hein, l'urbanisation en Afrique, c'était 27 millions d'urbains en 1950. De 2015 à 2020, il y a 22 millions par an d'urbains par an. C'est 60 000 personnes par jour. C'est comme si chaque jour, on construisait une ville de la taille de Malanville ou de Kandi au Bénin. C'est ce qu'il faut imaginer. Et que chaque année, on construisait plus de 20 Cotonou à la fois. Voilà le défi que l'urbanisation nous présente. Mais comme toujours, tout défi, quand on retourne cela, on voit les opportunités que cela porte. L'Afrique est devenue urbaine en 2020. Les chiffres ne sont pas tout le temps concordants, mais sur la base des dynamiques mesurées, non pas à partir des satellites, à partir de certains indicateurs statistiques africains qui sont dépassés en ce qui concerne leur mesure des dynamiques urbaines. J'aime bien le travail fait par Africapolis, que je vous invite à visiter. L'Afrique est devenue urbaine en 2020, c'est plus de 54% de la population, et 97% des villes ont entre 10 000 et 300 000 habitants. Et enfin, 80% de la croissance urbaine, donc de la croissance de la population africaine va être dans les villes entre maintenant et 2050, 80%. C'est ça l'ampleur des mutations démographiques qui se passent dans les villes. Et quand on l'appréhende, on peut se dire alors que la ville africaine de demain est centrale pour la transformation de l'Afrique, est centrale pour la transformation de chaque territoire et de chaque pays. Encore une fois, aucun pays ne peut performer au-delà de la capacité de performance de ces villes. C'est donc un chantier sociétal, un chantier qui, potentiellement, devrait impliquer chaque Africain et faire de lui un acteur des possibles. Et c'est en cela que l'inclusion ou l'inclusivité devient un défi majeur. Maintenant, je voudrais que nous jetions un regard sur la fabrique africaine, la fabrique des villes africaines d'aujourd'hui. Et vous voyez, cette image-là, qui est une image composée, hein, vous voyez à votre droite, il y a une ville, un quartier ou une agglomération orthonormée, régulière, formelle. À gauche, il y a quelque chose d'informel. Et vous voyez comme toi, quelque chose de parfaitement informel. En fait, ça résume bien la dynamique africaine. Les villes africaines et le pourcentage de 60% cristallise bien les caractéristiques des villes africaines. Elles sont à 60% jeunes. La population est jeune à 60% en moyenne, à moins de 25 ans. Fragmentée spatialement, fragmentée au plan organisationnel, fragmentée au plan structurel et informelle, encore une fois. L'habitat urbain africain est informel majoritairement. Informel de par l'habitat, de par l'économie. L'économie informelle assure 90% des emplois urbains, 90% des emplois urbains et 90% de la mobilité urbaine aussi. Donc, quand on a dit informel, qui est devenu un mot très connoté, qui veut dire, d'ailleurs, le mot informel signifie sans forme. Mais j'aime bien ce mot d'un urbaniste français très connu, Émile Ayot, qui a dit désordre apparent, ordre caché. Là où vous voyez, vous, avec votre regard, un désordre, ceux qui vivent là, qui ont conçu, ceux qui les fait vivre, les soutiennent, il y a un ordre caché. Si vous voulez travailler avec eux, il faut d'abord discerner cet ordre-là, caché, avant éventuellement de leur apporter ce qui pourrait être votre expertise, votre savoir-faire. Donc, informel, la ville africaine est par l'habitat, par l'économie et par sa gouvernance. Mais on pourrait en discuter pendant les débats. Donc, une population très jeune, le défi de l'informalité entre 1990 et 2015, 90% des nouveaux urbains africains se sont installés dans les zones périurbaines dites informelles, précaires. Et
Je vous laisse continuer le genre de qualificatif que nous utilisons. Ils se sont mis là. Et souvent, dans cette précarité périphérique-là, c'est souvent, enfin pas toujours, mais souvent des zones qui devraient être édificantes, non édificantes. Donc préservées de toute occupation pour souvent servir d'exutoire à l'idéologie de la ville. Et la ville africaine aussi, elle croît par étalement. Imaginez que à Lagos aujourd'hui, les espaces verts représentent à peine 3% de la ville. Dakar a perdu en 3 décennies 30% de ces espaces verts. Ce n'est pas durable quand on sait que la nature est une défense naturelle pour la résilience d'une ville. Et j'en passe, la macrocéphalie des villes africaines, des capitales par exemple. En 2018, Bamako, c'était plus de 70% de la ressource d'investissement et de la ressource administrative en termes de ressources humaines du Mali. Donc, forcément, s'il y a une telle concentration, il y a un désert ailleurs. Et ceci pourrait expliquer cela. Et enfin, l'insécurité foncière est la mère de toutes les insécurités urbaines en Afrique. L'insécurité foncière. Donc, ayant dit cela, on peut imaginer aisément ce que les nouvelles technologies peuvent aider à accélérer. Quand moi j'étais à l'école d'archi, il fallait au moins 6 mois pour mener une campagne de couverture de photographie aérienne et 6 autres mois pour faire une restitution intelligente pour pouvoir interpréter et éventuellement commencer à planifier. Aujourd'hui, vous faites cela en 10 fois moins de temps et avec une capacité d'associer davantage ceux qui vivent dans le milieu. Alors, l'image que j'ai montrée à l'entame, c'est qu'il y a un duel entre quartier informel et quartier formel. Et dans ce duel-là, on se demande qui gagne le duel. Eh bien, les quartiers formels gagnent le duel en termes d'investissement. La puissance publique investit d'abord dans les quartiers formels. Et la question c'est pourquoi ceux qui croient plus vite attirent moins d'attention et moins d'investissement? C'est une question qui doit nous interpeller et nous amener à voir si la ville est informelle, si elle continue d'être informelle, si c'est elle qui permet la mobilité, si c'est elle qui permet l'emploi, comment faisons-nous pour capter cette dynamique-là et en faire une dynamique convertie en croissance durable? Quelques chiffres. Hein. Si vous comparez à taux d'urbanisation comparable, l'urbanisation en Afrique génère 37% moins de PIB que dans d'autres régions. Quand vous voyez cette déconnexion des dynamiques d'urbanisation avec le PIB urbain et le PIB général montre que l'urbanisation africaine ne joue pas encore son rôle, sa fonction de croissance économique inclusive. Et il faut comprendre cela pour dire si nous avons 28% de moins que l'Asie de l'Est et Pacifique et 55% de moins que l'Afrique du Nord, par exemple, et l'Amérique latine, et le Moyen-Orient, ça signifie qu'il y a quelque chose qui doit changer. On ne peut pas continuer les politiques urbaines de la même façon. Cette image-là montre très bien ou illustre, à mon avis, la question. Quelles sont les transitions qu'il faut pour qu'on passe d'une ville informelle qui, nonobstant tous les travers qu'on peut lui reprocher, est la fabrique de la vie africaine d'aujourd'hui, pour aller vers une ville inclusive, dynamique, qui génère de la croissance et une ville qui fait donc que l'ensemble des territoires connaissent le progrès. Nos villes sont effectivement, à mon avis, des laboratoires à ciel ouvert. Mais encore faudrait-il, ou faut-il, pour être plus positif encore, les regarder comme tels. Regarder nos villes comme des laboratoires à ciel ouvert dans leur territoire. C'est un peu ce qui est ici à l'ordre du jour. Alors je voudrais vous inviter à déconstruire un mythe. Le mythe de la modernité. La modernité, vous voyez ces images-là, on nous enseigne dans les écoles d'architecture et d'urbanisme que la modernité, dont la formulation nous vient en particulier de l'école du Bauhaus en Allemagne, dit que les formes suivent les fonctions. Les formes sont au service des fonctions. Et c'est cela la définition de la modernité.
Si vous prenez n'importe quel artefact, n'importe quelle production, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit cultuelle, qu'elle soit de construction africaine, précoloniale, vous allez voir que son essence même est précisément de refléter les fonctions. Et cette caractéristique a été formulée comme étant informelle. Pendant la colonisation, tout ce qui était né des autochtones était informel et forcément, l'administration coloniale a fait les villes qu'elle savait faire, orthonormées, pensées par elle, et tout ce qui n'était pas comme ça était labellisé comme étant informel. Il y a là, de par l'histoire africaine, je ne le dis d'ailleurs pas pour stigmatiser le passé, mais pour en tirer toutes les leçons d'implication pour nous. Il y a ce qu'on appelle l'épistémicide, qui signifie que les systèmes de connaissances ont été déclarés comme n'en état pas. Et l'autre corollaire, ça a été que il y a comme une culture ou un complexe d'extranéité qui veut que ce qui est bon pour nous doit venir d'ailleurs. Et cela, quand vous allez dans une école d'architecture, y compris aujourd'hui, ou d'urbanisme, vous le vivez. Les curricula sont encore aussi orientés comme cela. Les cours qui portent sur les connaissances liées à la construction de la ville, nées de façon endogène, sont très rares. Cependant, les choses changent. Je vous suggère de lire le 9e tome de l'histoire générale de l'Afrique qui vient de sortir, qui est une dynamique créée par le professeur Joseph Kizerbo, mais le 9e tome vient de sortir, qui jette un regard épistémologique sur l'ensemble des 8 tomes précédents. Il est très, très intéressant par rapport à mon propos. Alors, modernité, c'est que les formes suivent les fonctions. La modernité, ce n'est pas de copier ce qui est bon pour les autres, ce qui vient d'ailleurs. Et donc, la ville moderne, si c'est une ville dont les formes sont au service des fonctions naturelles, fonctions humaines, et ainsi de suite, elle ne peut alors qu'être durable et inclusive. Et en cela, la ville durable est un projet éminemment culturel. Je dis éminemment culturel. Pour qu'elle soit durable, inclusive et refléter le potentiel et l'intelligence des territoires, il faut qu'elle soit éminemment culturelle. Alors, le défi que nous avons, c'est que les villes africaines, leurs gestionnaires et leurs acteurs puissent comprendre ce que les villes doivent à leur informalité. Et c'est là que vous allez voir tout à l'heure que les données sont essentielles pour appréhender ce que les villes doivent à leurs informalités. Les informalités urbaines sont à la fois les moteurs économiques des villes africaines. Les bidonvilles d'Afrique comptent parmi les pôles d'affaires les plus dynamiques au monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est The Economist qui l'a dit en qualifiant un certain nombre de bidonvilles africains où on ne peut qu'être émerveillé au-delà de l'aspect bidonville. Quand vous entrez en immersion dans l'économie, vous êtes surpris par la capacité des gens à faire beaucoup avec peu. Ces économies informelles soutiennent en fait la subsistance. Elles ont été pour beaucoup dans la résilience africaine, y compris pendant la Covid. On ne le dit pas assez, mais peut-être que pendant le panel, on en parlera. Ce sont des secteurs d'innovation sociale majeurs, mais qu'il faut pouvoir capter pour les politiques publiques. Et ce sont des secteurs d'innovation, de résilience urbaine. Alors, je voudrais, pour transformer nos informalités en levier de croissance pour nos villes et leurs territoires, je vous propose les 7 défis qui suivent. Et vous verrez comment chaque défi appelle de l'innovation et donc appelle le digital comme outil pour appréhender et mettre en chantier ces innovations. Le premier, à mon sens, c'est il faut assurer une planification, une gestion urbaine dynamique et inclusive, itérative, pas le genre de plan qu'on fait une fois pour toutes et pour 20 ans, mais au contraire, que son principe soit stratégique, donne des orientations et que sa dynamique de construction soit à faire avec les gens et pour les gens. Mandela disait, ce que vous faites pour moi, sans moi, vous ne pouvez le faire que contre moi.
Le deuxième défi, c'est une administration foncière tout aussi dynamique et effective qui, dans son ambition et sa nécessité de régularisation des occupations, doit permettre de capter les titres qui existent déjà. Les titres d'occupation, ce n'est pas forcément le foncier. Et puis, on sait que nous, en Afrique, une partie de titres d'occupation sont de titres communal. Et il faut viabiliser les bidonvilles par des infrastructures et des services urbains. Aujourd'hui, par exemple, on sait combien la connexion est essentielle pour l'économie locale et urbaine. Et mettre une connexion quelque part en mettant des panneaux solaires et autres, c'est devenu une dynamique essentielle pour l'urbanisation en Afrique. Et il faut financer le développement urbain avec des outils de financement qui restent à inventer. Il faut renforcer la gouvernance territoriale, en particulier appréhender les liens entre le rural et l'urbain. Il faut restaurer les écosystèmes, entre autres, remettre la nature avec la ville. C'est un élément important. Et enfin, les villes africaines sont à haut risque par rapport au changement climatique. Elles sont à très grand risque, labellisées comme telles quand on mesure le risque, mais ce risque est lié précisément au fait que les villes se sont développées dans des zones largement non édificantes et qui n'ont pas les infrastructures nécessaires pour construire la résilience. Donc, il faut pouvoir le faire. Et l'éviction des gens n'est pas forcément la bonne solution. Chaque fois que vous évitez les gens, par principe, vous faites comme un cancer que vous aidez à se métastaser. Enfin, je vais conclure par mon propos sur comment je vois l'IA servir à cela et servir cela. À mon avis, le développement urbain et territorial a un impératif. Appréhender l'intelligence territoriale, c'est un impératif. Sinon, vous allez mettre de l'investissement, mais l'efficacité de cet investissement-là sera très relative parce que vous n'aurez pas investi pour capter, capitaliser et mettre à l'échelle ce qui est possible déjà dans le territoire. Donc, l'intelligence territoriale, c'est une approche qui parle de planification de gestion urbaine territoriale, qui utilise les données pour une gestion optimisée de l'espace et des ressources. Et nous voilà. Donc, savoir mesurer l'état des lieux, savoir voir aussi ce qui est sous surface, l'ordre caché, savoir le mesurer, lui donner des paramètres qui permettent de construire des politiques publiques, c'est ça qu'on appelle l'intelligence territoriale en d'autres termes. Et l'IA qui peut mettre en musique les données est tellement utile pour ce faire. L'analyse précise des ressources et des besoins, y compris ceux méconnus ou dites informels. L'optimisation de la gestion des ressources urbaines et naturelles des territoires. L'amélioration, par exemple, des mobilités. Comment on fait, par exemple, au Bénin, à Cotonou, on a mesuré que entre 80 et 90%, pour être d'ailleurs précis, dans un arrondissement, 90% de la mobilité est faite avec les émigrants. D'un arrondissement à l'autre, c'est 80%. Mais ce n'est pas durable. Une moto à combustion et un transporté. Donc, si on fait le bilan d'émissions, ce n'est pas durable. Mais comment on transite? Et ça reste, ce n'est pas durable, mais ça reste le plus à portée des populations. Comment on fait pour utiliser ce modèle-là pour faire une transition vers des transports tout aussi en commun qui intègrent et captent et capitalisent le service des motos-taxis, par exemple. Il doit y avoir une réponse. Sous d'autres cieux, il y a des solutions qui ont été apportées dont nous pourrions nous inspirer tout en évitant le copier-coller. Il faudra, quand on parle de résilience, la résilience, ce n'est pas que quelqu'un vienne la construire pour vous. La résilience, c'est que celui qui vient vous accompagner vous aide à révéler votre source de résilience, puisqu'il s'agit d'absorber le choc et de rebondir en mieux. Donc, si quelqu'un vient le construire pour vous, quand la personne s'en va, comment vous faites? Donc, un projet de résilience, contrairement à un projet d'adaptation, c'est un projet qui vous met en mode d'adaptation de façon continue. Et la participation citoyenne, si essentielle pour faire une ville durable. Elle est
l'indicateur premier de l'inclusivité. Alors, le message clé, à mon avis, c'est que le numérique et l'IA doivent amplifier l'intelligence humaine et territoriale, pas la remplacer. Et c'est l'ère des données nous permet précisément de construire des villes à l'écoute. Une ville intelligente, ce n'est pas une ville connectée de partout, absolument. Je suis allé plusieurs fois dans la ville intelligente coréenne initiale, Songdo, et j'ai pas eu envie d'y vivre. Tellement elle est connectée qu'elle en est inhumaine. Et vous demandez à ceux qui y vivent, ils vous diront. Donc, une ville à l'écoute. Et l'outil technologique doit servir à ça. Il y a la puissance publique doit permettre l'innovation, créer des sandboxes, des bacs à sable qui permettent de prendre des risques pour tester ce qui est possible, afin de pouvoir ensuite le diffuser et impliquer les acteurs locaux. Pour conclure, donc, je voudrais dire ceci. La ville africaine de demain, c'est une ville qui a une âme, qui ne vient pas d'ailleurs, qui n'est pas copiée d'ailleurs, qui n'est pas empruntée. Alors, donner une âme à la ville africaine du futur, c'est contenir et gérer intelligemment une urbanisation galopante, allier nos soi-disant informalités et savoir-faire endogènes à nul autre pareil au progrès fulgurant de la digitalisation, de la téléphonie et de l'intelligence africaine. Et pour cela, il y a de quoi innover. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci pour votre